guerre contre une vision du monde qui est que l'humain est au-dessus de tout le monde et que la planète lui appartient. Et on pense que c'est une mauvaise vision parce qu'elle est destructrice pour les animaux mais également pour notre humanité. Tant qu'on aura une logique de domination et de prédation envers les animaux, ça engendre dans l'humanité une logique de domination et de prédation. Tant que les humains massacreront les animaux, les humains s'entre-domineront, s'entre-tueront. Amadeus, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite, bienvenue à vous aussi, j'espère que vous allez bien. Préparez-vous, on va creuser des sujets là aujourd'hui, oh, ça va créer de la réactance. Ça va se fâcher et pourquoi et je peux comprendre, parce qu'à mon avis, quand l'humain a l'habitude de faire quelque chose et qu'il ne voit plus que cette chose-là en fait a un impact sur sa santé, sur le reste, mais qu'il a pris l'habitude et qu'il crée une culture autour, à partir du moment où quelqu'un arrive pour lui dire « Ah, écoute, il y a peut-être moyen qu'on revoie les choses », tout de suite on a le déni. Et je suis le premier à en faire partie parce que je mange encore de la viande. Est-ce que vous en mangez? Dites-moi qu'est-ce que vous mangez comme viande ou si vous avez réussi à réduire en commentaire. Likez, abonnez-vous, on parle de limite planétaire, limite des ressources et limites humaines, les amis. Vous êtes prêts? On va rentrer dans une grande conversation, diminuer la luminosité la résolution de votre vidéo parce qu'on est peut-être là pour un petit moment aussi. Allez, c'est parti. Amadeus, comment vas-tu? Ça va impeccable et toi? Écoute, moi ça va bien. Amadeus, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, Amadeus VG Humanimal, c'est mon nom de militant. Je suis un militant de la cause animale et de l'écologie. À la base, plutôt cause animale, véganisme, mais c'est assez lié. Et j'ai fondé une association qui s'appelle Futur pour essayer de lier la cause animale et l'écologie et essayer de vulgariser ces questions pour un changement de paradigme, comme tu en parlais. Nous, notre but, c'est vraiment le changement culturel, essayer de changer les représentations, nos visions du monde. Et on pense que le 19e siècle a été le siècle des droits civiques, le 20e siècle, le siècle de la femme, et que le 21e siècle sera le siècle des animaux, pour les animaux, mais aussi pour les humains et pour la planète. Alors, en tant que militant, donc forcément, je crois savoir que vous heurtez à beaucoup, on va dire, de forces contraires, hein, qui estiment que voilà, vous êtes d'un autre monde, d'un ancien temps, etc. Moi, je ne sais pas d'où partent les gens qui nous regardent. Je ne sais pas du tout s'ils sont véganes ou pas. Moi, j'ai réduit ma consommation de viande, j'en mange toujours. Parce que je me rends compte que c'est intrinsèquement lié à tout le système agro-industriel, agroalimentaire dans lequel on est. Il y a de la viande partout. Tu veux manger un truc rapidement, généralement c'est de la viande. Tu veux viande, elle est omniprésente. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement, tu sais, en termes de goût, il y a tellement des choses. Je sais pas si tu as mangé de la viande dans ta vie. Ah ouais, mais voilà. Moi j'étais fan. T'étais un viandard. Je suis même un viandard. Tu l'as encore maintenant? Mais j'en mange plus. Ah, maintenant t'en manges plus. Mais je veux dire, en fait, je le fais pas pour le goût. Voilà. Je le fais pour les conséquences. Je le fais parce que derrière, il y a un vrai dossier, quoi. Ben, on va creuser ça. Mais tu vois, c'est cet aspect où, au-delà du lien culturel, des traditions, il y a voilà, le goût, la facilité d'accès, etc. Et qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une culture où on a vraiment beaucoup consommé ça. Moi, je voudrais te demander déjà à travers tes lunettes, parce que c'est ton quotidien, tu lis des rapports, tu lis des dossiers, tu sais un peu ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est dans le monde en matière de rapport à l'animal, que ce soit pour la consommation, que ce soit pour les liens, que ce soit l'animal, quelle place il prend dans le monde en ce moment et dans nos esprits? Comme tu l'as dit, déjà, on a la viande partout, mais on a même plus que la viande partout, on a l'animal partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste les lobbies de l'élevage ou des bouchers contre nous. Les animaux, tu les trouves vraiment partout. C'est-à-dire que nous, on a les lobbies de la chasse contre nous. On a les lobbies de l'industrie pharmaceutique parce que les animaux sont testés. Oui, sur les souris souvent. Hein, ouais. On a l'industrie du divertissement, mais là, il est moins organisé. C'est surtout les circassiens, ceux qui ont des cirques avec animaux. On a l'industrie de la fourrure avec la mode et du cuir. Et donc vraiment, l'animal, s'il n'est pas que dans la viande, il est vraiment partout. C'est ça le véganisme, sinon c'est végétarien ou végétalien. Et dans les produits cosmétiques aussi, c'est vrai. Voilà. Et les produits cosmétiques, c'est un peu industrie pharmaceutique, tu vois. Et donc là, nous, on est en guerre. La vérité, on est en guerre contre une vision du monde
qui est que l'humain est au-dessus de tout le monde et que la planète lui appartient. Et on pense que c'est une mauvaise vision parce qu'elle est destructrice pour les animaux, mais également pour notre humanité. Et même, elle a des conséquences pour les humains entre eux. Je t'explique pourquoi. Parce que on pense que tant qu'on aura une logique de domination et de prédation envers les animaux, ça va engendrer également dans nous, tu vois, parce qu'on a un rite quotidien vraiment de domination et de prédation, ça engendre dans l'humanité une logique de domination et de prédation. Et que tant que les humains massacreront les animaux, les humains s'entre-domineront, s'entre-tueront. On pense même que, avant même d'être raciste, avant même d'être sexiste, on a été spéciste. Donc je ne sais pas si tu connais le spécisme. Tu peux expliquer aux gens qui nous regardent. C'est la discrimination basée sur le critère de l'espèce. Donc il y a la discrimination, le racisme basé sur le critère de la race, soi-disant. Et là, c'est sur le critère de l'espèce, c'est-à-dire un chien, non, ça va. Un singe, j'en mange pas, mais je suis OK pour qu'on teste dessus. On ne sait pas pourquoi. En fait, il n'y a pas de rationalité dans tout ça. Et le cochon, lui, on peut tout lui faire. Tu vois, il y a des discriminations. Et puis, il y a l'humain aussi qui est différent. C'est pas la même espèce, alors qu'on est toutes et tous des êtres sensibles, avec doués de conscience. Parce que ce qui nous amène, c'est un autre terme. Peut-être là, je vais trop loin. C'est la sentience. La sentience, oui, vas-y, explique. La sentience, en gros, c'est pas. Je ne vais pas te donner la définition pure, exacte, parce qu'elle est un peu longue et un peu difficile. Je vais plus pour que ça soit mémotechnique pour les gens. C'est le mix de sentir et de conscience, la sentience. Et donc, c'est des individus qui ont la capacité de ressentir la douleur et qui ont conscience de ressentir cette douleur et d'exister. C'est-à-dire que si tu as un individu, par exemple, a priori, les méduses ne ressentent pas la douleur, parce qu'elles n'ont pas de système nerveux central, donc elles n'ont pas la sentience. Mais peut-être qu'elles pensent qu'elles existent. Bon, ça, je ne sais pas, tu vois. Mais il pourrait y avoir un autre individu qui sait qu'il existe, mais ne ressent rien. Donc, c'est pas grave, s'il meurt, il ne meurt pas. Donc, il faut vraiment avoir ces deux notions, et c'est ce qu'on appelle la sentience. Et donc, nous, en tant que militants véganes, antispécistes, ça dépend, hein. Il y a différents courants dans toute cette mouvance. En tout cas, pour ma part, je ne défends pas les animaux parce que c'est des animaux. Parce que là, je vais reproduire le même schéma de discrimination que je condamne, qui est la discrimination basée sur un critère biologique. Tu es une personne racisée de telle couleur, tu es inférieur. Tu es une femme, tu es inférieur. Tu es un animal, tu es inférieur. Ou, non, dans mon cas, je te sauve parce que tu es un animal, mais il n'y a pas de critère rationnel, c'est juste biologiquement. Et donc nous, on cherche un critère rationnel, qui est la sentience, qui est donc de dire, parce que tu ressens la douleur et que tu as conscience d'exister, on ne va pas te discriminer parce que la vie importe pour toi, tu as des intérêts à vivre. Et donc ça fait qu'il y a des antispécistes qui, par exemple, peuvent manger des moules ou des huîtres ou des méduses, mais je ne sais pas si on en mange. Ça doit piquer. Peut-être qu'ils se préparent dans certains pays, j'en sais rien. Pas de discrimination. Non, bien sûr. Voilà, donc voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si on mange des moules et tout ça c'est en mode c'est pas vraiment. En fait, elles n'ont pas de système nerveux central, elles n'ont pas de sentience. Après, il y a un principe de précaution. Il y a beaucoup de végans qui n'en mangent pas par précaution. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas basé sur un critère biologique. C'est pas parce que c'est des animaux. C'est parce qu'il y a un critère rationnel et qui est logique et qu'on peut comprendre. C'est ça qui est important pour nous. Et donc, ouais. Non, vas-y, à toi. Vas-y. Non, parce que je me suis perdu dans toutes tes questions. Et donc, l'état du monde sur les animaux, il est pire qu'avant, parce qu'on a industrialisé l'exploitation de ces animaux. Avant, quand on était des chasseurs-cueilleurs, ou même à d'autres époques, où on avait moins accès à la viande et on était surtout des cueilleurs et des chasseurs, mais beaucoup des cueilleurs à la base. Tu connais. On a creusé t'inquiète, on fait pas une chaîne YouTube sur les lignes planétaires comme ça gratos. Non, on était beaucoup plus cueilleurs que chasseurs. Exactement. Et donc avec toutes ces époques, et même pas si longtemps, avec les difficultés d'accès à la viande, il y avait moins d'extermination, on va dire, d'animaux en proportion. Mais il y a une évolution de la représentation qui est en train de s'opérer parce que pour nous, c'est le cycle de l'histoire et on a déjà gagné. La vérité, nous, on a déjà gagné. C'est-à-dire c'est inéluctable. Tout va vers les animaux et amener notre cercle de compassion vers les animaux. Parce qu'il y a déjà
la dynamique historique. Le cercle de compassion a fait que d'évoluer. On est passé des ethnies ethnocentrées à pays, nations, à hommes, femmes, blancs, tu vois. Ça évolue. Et là, de plus en plus, on sent qu'il y a une remise en question et que les gens se posent des questions sur les animaux. Il y a l'écologie. En fait, quand tu es dans la cause animale, l'écologie, elle est avec toi. Parce que l'élevage, c'est un des pôles les plus polluants de notre planète. La perte de biodiversité, elle est due à l'élevage. En numéro 1, on ne s'en rend pas compte. Déforestation pour l'élevage. Et plantage du soja pour nourrir les animaux déforestation d'élevage. Pour nourrir les animaux d'élevage. Et voilà, exactement. Et donc tout ça, il va. Et la santé, maladies cardiovasculaires avec la consommation de viande rouge, le diabète. Donc, en fait, tu vois, si on n'avait pas l'écologie avec nous, si on n'avait pas la santé avec nous, ça serait compliqué, tu vois. Ça serait juste, écoutez, il y a les animaux, regardez-les, ils souffrent. Mais là, il y a déjà tout qui va avec. Il faut qu'il y ait une raison anthropocentrée, parce que l'écologie, c'est notre futur, c'est comment on habite notre environnement, comment est-ce qu'on fait pour vivre le mieux possible par rapport aux contraintes. Et forcément aussi la santé, c'est nouveau domaine. Donc c'est nouveau pour une vision qui est anthropocentrée, qui permet de faire avancer cette lutte dans laquelle vous êtes. C'est très drôle parce que, tu sais, on en parlait avant de faire Play, avant de faire Rec. Je t'avais dit que pour moi, aujourd'hui, le système agroalimentaire dans lequel on était comme une forme d'esclavagisme. C'est-à-dire que pendant un temps, à la place du pétrole, du gaz et du charbon, vous aviez comme moteur et facteur de force, de facteur de transformation, donc d'énergie dans l'humanité, c'était les animaux déjà, et c'était des êtres humains, des esclaves. Aussi. Voilà, de remonter à l'Égypte ancienne, de remonter à très longtemps, il y a eu des esclaves qui faisaient toute cette main d'œuvre. Et pendant très longtemps, en fait, l'humanité a domestiqué l'humanité en l'envoyant travailler dans les champs de force, en créant un système qui légitimise le fait qu'une certaine catégorie de la population soit des paysans. Ensuite, une petite partie sont des bourgeois, et puis une petite partie sont des nobles. Et que c'est resté longtemps comme ça. Mais qu'on a été capable, je suis d'origine sénégalaise, j'ai été beaucoup à l'île de Gorée quand j'étais plus petit. On te montre que les gens étaient entreposés dans un petit 20 mètres carrés où ils étaient une centaine, collés serrés comme ça, et ils dormaient debout, quoi, dans des conditions insalubres, avec des maladies, et que lorsqu'il y avait une maladie, on tuait le malade. Et lorsqu'il y avait trop de malades, on tuait tout le monde pour éviter que ça se propage. Comme les animaux. Exactement. Et donc je me dis que c'est incroyable notre capacité à déshumaniser, et de nouveau, à nous éloigner de certains êtres vivants qui sont très très proches de nous, que l'humanité, à un moment donné, pour des raisons économiques, a catégorisé, en mode, toi t'as telle couleur de peau, toi t'es plus bête que nous, ça légitimise d'avoir une emprise économique sur toi, une emprise de tout, et de te faire les pires choses. Mais que quand on voit que ce système se reproduit, et c'est pas ça qui fait que j'arrête de manger la viande, c'est ça qui est incroyable, je suis dans un paradoxe immense. Mais qu'on voit qu'effectivement, ce sont des animaux dans des enclos, trop d'animaux malades, on les abat, et puis c'est normal, tu as une couverture de presse en mode oui, tel animal, t'es porteur de telle maladie, on a tué tout le monde. Donc il y a même peut-être des petits là-dedans qui avaient rien, on a bousillé tout le monde. Et je me dis, mais attends, mais c'est affolant, c'est comme si on avait un endroit avec un cluster d'un nouveau Covid, et qu'on se dit, venez les gars, on rase tout. Comme ça, tellement on s'est sorti de la considération. C'est la marchandise. Et pourquoi ça me fait peur? Parce que les Noirs, le peuple noir à une époque, désolé, je fais peut-être un lien de corrélation qui va vous rendre un peu fou, mais les Noirs à une époque, l'époque de l'esclavagisme, de la traite négrière, étaient considérés que comme des marchandises, pas comme des humains. On considérait que c'était l'Église disait que ce sont les fruits du diable. Alors l'Église s'est battue, à un moment donné c'était le fruit du diable, et puis d'autres disaient non, ce sont quand même des humains. Enfin voilà, il y a eu cette bataille. Mais ce qu'on fait de l'autre côté est assez similaire. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, comment se fait-il que moi aujourd'hui, je sois dans un état où j'ai du mal à faire le rapprochement entre l'espèce vivante, là, le petit mouton qui peut être devant moi, et le moment où je passe à table. C'est comme si ce n'était plus la même chose dans mon esprit. C'est comme si les deux connexions ne se faisaient pas. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui se passe chez plein d'autres personnes? Alors, déjà, il y a eu plein de processus qui t'ont amené à ça. Donc, tu n'en es pas vraiment responsable, en fait, entre guillemets, mais tu en as une capacité de t'en sortir.
qu'est-ce qui fait que t'en es pas responsable? Déjà, depuis notre plus jeune enfance, on a été éduqués là-dedans. C'est-à-dire, si tu prends la plupart des enfants, si tu leur dis, tu veux manger du poulet? Ok, on va tuer le poulet devant toi. Il va te dire, ah non, j'en mange pas, c'est fini. J'arrête tout de suite, tu vois. Ouais. Donc, si on l'égorge devant toi, le poulet vivant et tout. Ouais, c'est ça. Donc après, on t'a éduqué sans que tu vois tout ça. Et on a inhibé ta sensibilité à ces animaux en te rendant le truc normal. Et en l'invisibilisant beaucoup. En l'invisibilisant, en changeant les noms. On est passé du cochon au porc, de la vache au bœuf. Tu vois, on traficote un peu le truc. On te fait des pubs où ils ont l'air super heureux. On t'éduque dans tout un truc qui est la suicide food, ça s'appelle. C'est l'animal qui a envie de se suicider pour nous. Il est heureux de mourir pour nous faire plaisir. Et après, il y a d'autres trucs, c'est un peu la dissonance cognitive. C'est-à-dire que tu sais, mais tu le fais pas, c'est compliqué, t'oublies, t'es un petit peu dissonant entre ce que tu penses qu'il faudrait faire et ce que tu fais. Et ça, c'est lié parce que nous sommes des animaux sensibles, donc les images, ça nous impacte, mais on n'est pas que des animaux sensibles, on est aussi des animaux de rationalité. Donc après, peut-être on a la connaissance, on sait qu'il y a des données scientifiques, mais on est surtout des animaux sociaux. Et comme la société ne nous amène pas à cette facilité vers ce mode de vie, c'est plus compliqué de... Tu vois, c'est un effort en fait. C'est un peu, je veux pas nous valoriser, mais c'est un peu les guerriers qui, eux, sont prêts un peu à du sacrifice. Peut-être ils ont des prédispositions, peut-être ils ont... Voilà, chacun... Moi, je suis pas dans le jugement. Je suis juste dans les faits, dans ce que les gens peuvent faire. Et donc, il y en a, ils ont envie, en tout cas, d'être un peu avant-gardistes ou d'être combatifs ou de se sortir du lot parce que, en fait, d'avoir ce mode de vie, d'être antispéciste ou vegan, c'est un peu, pour beaucoup, le coût, c'est un coût social, mais c'est aussi le coût de ta liberté, de qui tu es. Parce que, est-ce que tu irais vraiment égorger l'animal, mais tu le manges? Et en fait, au fond de nous-mêmes, on est sans doute prêt à ne pas en manger, mais comme je te dis, comme nous sommes des animaux sociaux, on veut rester dans le groupe, on ne veut pas s'exclure, on ne veut pas se mettre des galères encore plus que d'autres. Et donc, voilà, ça fait que des fois, on ne fait pas le pas, ou on met plus de temps pour le faire. Ouais, c'est vrai, on a plein de facteurs comme ça qui nous coincent dedans. La viande, quand tu la mets en bouche, alors attention, je pense bien que quand tu la réduis et que tu n'en manges plus, la remettre en bouche peut être dégoûtant. Ah ouais. Il y a ce phénomène beaucoup en discutant avec des véganes qui me disent ouais, un jour j'ai mis en bouche, ça m'a dégoûté quoi. Il y a eu un goût. En fait, tu captes les subtilités d'une viande morte. Je sais pas très bien. Ouais. C'est quelque chose que j'ai jamais pu comprendre parce que j'ai jamais fait l'expérience. Bien sûr. Mais qui fait qu'aujourd'hui c'est plus la manger en fait crée beaucoup de la dopamine s'active quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as ce sentiment de plaisir qui arrive. Et la nourriture est très bien prononcée là-dedans. Je veux dire, à partir du moment, je pense que vous avez tous fait le test, vous mangez votre viande préférée, il se passe un truc, vous êtes en mode waouh, il y a l'extase dans votre tête. Mais c'est vrai que ça, donc cumulé au conditionnement des publicités, la suicide food, moi j'adore ce terme, c'est vraiment ça en fait quand tu vois toutes les publicités, ou encore nos rapports sociaux, genre dans des groupes où tout le monde fait la même chose, donc à partir de ce moment-là, on va pas trop sortir des sentiers battus parce que c'est normal. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que vous formez un groupe de l'autre côté. Tu côtoies des gens qui sont antispécistes, qui mangent pas de viande, et donc vous êtes exclus de la norme, mais pour créer une autre norme où entre vous vous reconnaissez, ce qui fait que si moi je vous rejoins, je te côtoie davantage et je passe plus de temps avec vous, naturellement ça va être plus facile pour moi pour glisser vers le fait d'arrêter de manger de la viande. Ça, c'est une de nos campagnes de notre association. C'est sensibiliser par le lien social. Donc on a une, entre guillemets, communauté, mais elle est accessible à tout le monde, qui s'appelle Futur Vegan Communauté, pour Futur Vegan Communauté, et on crée des événements et tout ça. Mais sauf que la plupart des vegans, ça n'a pas été leur cas. C'est-à-dire les gens, ils sont changés seuls dans leur coin, ils ont fait une démarche, ils ont vu des images, ça les a touchés. Il y a différentes raisons. Il y en a c'est pour l'écologie, il y en a c'est pour les animaux, il y en a c'est pour la santé, il y en a c'est pour l'éthique. Donc chacun a son chemin, mais c'est souvent un chemin qui s'est fait seul et qui s'est fait un peu au détriment de, tu vois, parce qu'en plus quand tu rentres dans cette vision du monde, bon, je vais me permettre parce que tu as pris l'exemple de l'esclavage, mais ça te change ta manière de voir le monde et tu te dis, mais en fait, si j'étais né en 1850, est-ce que j'aurais eu des esclaves? Parce que là, je suis en train de faire le même truc avec les animaux.
Du coup, si moi j'avais été et que j'ai pas réussi à casser les codes sociaux, à casser tous ces trucs-là, et du coup, maintenant que tu l'es, est-ce que mes potes, mes amis, c'est eux qui auraient été des esclavagistes? Donc tu vois, ça peut te faire des dingueries, surtout au début. Les nouveaux végans, c'est pour ça que c'est les plus acharnés, tu vois, les plus énervés. Après, avec le temps, tu t'assagis et puis tu comprends que ça va pas se faire en 5 minutes et qu'il faut faire preuve de pédagogie et de compréhension et que on n'a pas eu toutes les mêmes dispositions pour arriver à cette déconstruction. Mais il y a des moments où, ouais, au début, tu vois, tu peux te dire, mais en fait, je suis entouré de psychopathes, de machin. Et puis, tu vois cette vision du monde, ça te perturbe. Et surtout, tu as l'intime conviction que dans 150 ans, les gens ils diront, mais c'était des oufs. Ils étaient en costard-cravate, tailleur, ils rentraient chez eux. Et il y avait un mec qui avait égorgé un animal comme ça, il le sortait du frigo. Et c'est pour ça qu'un vegan, après, ça le dégoûte. L'odeur le dégoûte, mais même nous, on voit comme un bras d'humain, tu vois. Oui, parce que c'est ça, vous faites plus la différence. Enfin, si, vous faites la différence, vous voyez bien que c'est plus la même espèce, mais en termes de valeur émotionnelle, c'est comme si vous preniez. Écoute, tu sais, ma fille, si je lui amène un petit agneau et qu'on va dans une colonie, j'en sais rien, on va dans une ferme et elle devient copine avec l'agneau pendant une semaine et qu'après je lui mets l'assiette en disant tiens c'est l'agneau, mais je la traumatise. Ah, traumatisé. Et parce qu'elle va tellement créer un lien affectif qu'elle va considérer cet agneau comme sa petite sœur, son petit frère, comme un membre de sa famille, comme on considère aujourd'hui les chiens. Et c'est un très bon titre parce que moi il y a quelque chose, tu sais, c'est ce paradoxe où quand je discute avec des potes, effectivement, et de nouveau, je mange de la viande, je mange du poisson, je mange du poulet, je mange du bœuf, le wagyu, ça fait des années que j'en ai plus mangé, mais bref. Mais il y a quand même un parallèle assez intéressant, je voudrais un peu avoir ton avis là-dessus. C'est le fait que ce serait proscrit dans nos cultures à nous de manger du chien et de manger du chat. Pourtant, il y a des endroits où c'est normal de manger du chien. Je pense au cliché de la Chine, bon voilà, il y a des régions où on mange encore du chien. Mais tout comme il y a des pays, nous on mange du bœuf, on adore ça, mais il y a des pays où on touche pas au bœuf, c'est une dinguerie. Les Indiens, toucher et manger côte de bœuf, telle partie, tu vois, la façon avec laquelle on a segmenté le bœuf et qu'on le mange, les Indiens ils sont choqués par ça, ils disent mais c'est fou, mais c'est quoi le truc, parce que c'est sacré, c'est rentré dans la culture. Mais c'est intéressant parce que comme pour eux c'est leur normalité, et que nous notre normalité c'est pas manger de chien, et ben en fait il serait normal à un moment donné effectivement d'être dans une normalité de tout manger, attention, de tout manger, absolument n'importe quel animal, le pigeon qui passe, mais aussi dans une normalité où on ne mange plus d'animaux. Exactement, c'est ça. T'as les deux possibilités, les deux extrêmes. Tu pourrais avoir des antispécistes qui te disent, moi je suis antispéciste, je mange de tout, même de l'humain. Tu vois, à la limite. C'est malheureusement, c'est horrible, mais le cannibalisme a existé dans l'histoire humaine, dans des moments difficiles, très durs, voilà, je veux dire... Mais même sur ce que tu disais, il y a eu dans l'histoire même européenne où on mangeait du chien. Et ce que tu me dis, ça m'amène à deux trucs importants. C'est que déjà, il y a une construction sociale de ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. Et même on lâche sur chaque individu. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe qui, sur ta chaîne YouTube, il peut le faire lui-même. Est-ce que le singe? Non, le singe, c'est abusé. Ah ouais, au Congo, il y a des endroits où on mange le singe. Ouais, mais bon. En Chine aussi même. Ouais. Est-ce que le cheval, tu vois, là déjà ça va diviser là. Le lapin, il y en a, ils ont des lapins à la maison, ils mangent plus de lapins, tu vois. Le kangourou. Le kangourou, chelou. Il y a des élevages d'autruches en France. Il y a kangourou, il paraît que ce n'est pas par élevage, mais que c'est kangourou mort sur la route. J'espère que c'est ça. Avec quelques informations que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de kangourous qui sont écrasés visiblement en Australie, et tout de suite, hop, ils envoient des équipes. La viande coûte relativement cher. Okay. C'est ce qu'un jour des cuisiniers m'ont raconté. J'espère qu'ils m'ont pas raconté de crack, mais c'était du kangourou en tout cas, parce que c'était dans le menu. Mais de nouveau, le kangourou, tu dis mais non, t'as trop d'affinité, c'est trop mignon, tu vois, la façon de parler. Donc tu vois, c'est chacun qui s'est fait une construction en fonction de son histoire, en fonction de sa sensibilité, de son rapport aux animaux. Et en fait, même cette construction sociale, elle n'a pas été la même. Là, tu me parlais du chien. Ben, sache qu'en 1925 environ, la dernière boucherie de chiens a fermé en France. C'est-à-dire, on a mangé du chien. Et nous, on a, pareil, je fais un petit peu de promo sur mon asso. On a une campagne qui s'appelle le Sanctuaire du Futur, qui a pour but de de démocratiser l'adoption des animaux de ferme par les particuliers. Pourquoi ? Parce que on s'est dit, il y a eu une évolution de la représentation du chien. On est passé du chien errant à qui on jette des cailloux, qui a la rage,
au chien de garde qui a la laisse, qui rentrera jamais dans la maison. Moi, j'en ai vu dans ma jeunesse, au chien maintenant dorloté sur le canapé et qui est l'ami de l'humain. Et cette représentation, elle s'est faite notamment grâce à des associations comme la SPA ou d'autres en Angleterre qui ont amené ces animaux dans les foyers. En fait, il y a eu une démocratisation de l'adoption des chiens et des chats qui a permis une déconstruction de la vision qu'on avait de ces animaux. Qui n'est pas encore la même, excuse-moi de t'interrompre, je précise, dans les pays tels que le Sénégal, qui est mon pays d'origine, le chien, c'est soit il est errant, soit c'est un chien pour surveiller la maison. C'est ça, on est encore pas, quoi. Dans les 2 premiers stades. Et là, on le voit petit à petit encore avec le cheval. Tu vois, il y a un peu une démocratisation de l'adoption du cheval et dans certaines familles et tout, et ça fait que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à manger du cheval. Et donc nous, le sanctuaire du futur, c'est quoi? C'est démocratiser l'adoption et le sauvetage des animaux de ferme par les particuliers, donc pas par des sanctuaires. Et donc on place des animaux de ferme chez des particuliers. Donc il y a des gens, ils ont des cochons chez eux. Pas en appartement. Il y en a qui ont en maison, mais dans, tu vois, si t'es pavillonnaire, quoi. Oui. Pas à la campagne et tout. Hein. Le gars, il va dans la rue avec son cochon. J'ai déjà vu ça un jour en plus. On en a, il y en a un vers Strasbourg. Et donc, la plupart du temps, c'est quand même des personnes à la campagne, on va pas se cacher. Bien sûr. Mais il y en a en appartement qui ont des lapins de laboratoire. Bon, on essaye de démocratiser comme on peut et tout ça, pour changer ces mentalités. Et donc, ça montre bien que c'est culturel et que c'est vraiment ça évolue dans le temps. Il n'y a pas de truc figé, tu vois, c'est pas les animaux, ils sont nés pour être tués comme ça, et puis voilà. Les représentations, elles ont évolué. Et aussi, ça nous permet de voir que dans d'autres cultures, c'est différent, qu'il y a vraiment un spécisme et qu'il y a aussi un peu un jugement. Tu vois, parce que les gens, ils vont se dire, les Chinois, c'est vraiment n'importe quoi, ils mangent du chien et Totalement, tout. oui. Il y a ce jugement qu'on entend souvent. Hein. Voilà, alors que nous-mêmes, genre ils mangent des chauves-souris, c'est quoi on est des oufs de faire ça avec des lapins, alors qu'on a du lapin chez nous. Qui est le plus ouf des deux, tu vois? Le gars, il a un lapin qui dorlote et il va au repas manger du lapin. Et il va mettre son manteau avec du lapin. Et il aura mis sa cosmétique qui aurait testé sur du lapin. Alors qu'il caljole les lapins, tu vois? Psychopathe un petit peu dans notre... Mais on a été éduqués comme ça. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué à déconstruire. Maintenant, c'est un combat qui est en train d'être fait. Et pour nous, il est déjà gagné. C'est sûr que ça va arriver. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de résistance, que ce soit du lobby de la chasse, que ce soit même de l'agro-industrie et beaucoup de gens qui sont dans les abattoirs qui pètent des câbles, en disant ouais mais laissez-nous tranquille, c'est quoi ce truc-là, etc. Mais moi juste... Ceux qui sont dans les abattoirs, non, eux ils pètent des câbles parce que leur métier il est vraiment... Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que soit tu es extrêmement... on va dire, psychologiquement rigide et que tu as normalisé le processus d'abattre et tu dis c'est tranquille, mais peut-être qu'effectivement tu te dis oula attends il y a mon boulot, c'est comme être huissier de justice quand tu arrives, tu viens toquer avec ta super sape, avec ta bagnole de société, tu vas toquer à une famille qui est dans la galère et tu vois en ouvrant la porte qui c'est dur pour eux, qui c'est en galère, qui court derrière leur fin de mois et que tu es là en mode bon vous devez de l'argent, il doit y avoir un processus psychologique aussi où tu dis je suis en train de rajouter du mal. Surtout petite anecdote, il y a une étude scientifique qui est sortie comme quoi c'est un cercle vicieux qui fait que l'endettement crée l'endettement, notamment avec les histoires du justice, mais c'est un autre sujet pour une prochaine vidéo. Mais donc du coup, ils sont dans une sorte de paradoxe. Là, c'est pareil aussi. Donc les esprits on va dire les plus fragiles, finissent par craquer à un moment donné. Ça, je peux pas te dire. Ce que je sais juste, c'est qu'il y a des taux de suicide très forts, des taux d'accidents du travail, d'arrêt maladie qui sont très très élevés dans ces métiers-là. Maintenant, moi, parce qu'ils font le sale boulot. Eux, ils estiment faire le sale boulot. Bien sûr. Ils sont envoyés au charbon pour éviter que les petits enfants soient choqués par la nourriture. Et on a comment dire, externalisé vraiment et comment dire, pas vraiment occulter les abattoirs, tu vois, c'est des trucs qu'on peut pas y rentrer, quoi. Il y a pas de visite et moi j'aimerais bien que ok, tu veux vendre ta viande, dans ta pub, montre-nous ce qui s'y passe.
Tu vois, on nous cache tout est tout ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Cut, t'es déjà à la moitié de la vidéo et ce qui est vachement cool, c'est que t'es toujours là. Eh bien, je vais te récompenser en t'avouant un secret avant de reprendre la vidéo. Limite à une grosse surprise fin octobre. On va passer à une étape supérieure, hyper importante de l'existence de Limite pour nous et pour toi. Et donc, si tu veux être au courant avant tout le monde et nous soutenir par la même occasion, eh bien, t'as juste à cliquer sur le lien secret. Ouais, en description, il y a le lien vers le projet secret. Tu cliques dessus et nous, on s'occupe de t'envoyer la suite. Bonne suite d'épisode et garde bien le secret. Comment est-ce que toi, tu es devenu vegan? Moi, c'est par éthique. C'est assez rare. Souvent, c'est pour les animaux. D'autres, c'est pour l'écologie ou la santé. Par éthique, c'est-à-dire que, et c'est une éthique un peu égocentrée, donc à la base, c'était pas très joli. C'est-à-dire que j'étais dans un changement de vie. Tu vois, j'étais passé d'une petite Kaira de banlieue qui était perdue, en fait. Qui était perdu, je commençais à faire des conneries et tout, je me suis rééduqué et je suis devenu un mec un peu... Tu étais un peu méchant avec toi-même, tu n'étais pas une Kaira, tu étais quelqu'un qui vivait dans un contexte socio-économique complexe, dans un lieu complexe. Ouais, mais j'avais le projet. Tu vois, moi, mon but, c'était d'être Tony Montana, quoi. Oui, ça fait partie d'une culture. Hein. Exactement, ça fait partie d'une culture, mais bon, elle m'avait bien matrixé. Tu crois que j'ai pas regardé Scarface? Tu crois que j'ai pas aussi? Non, allez, petit aparté. Quand on vit dans certains contextes, effectivement, on nous propose des modèles de réussite. Ouais, c'est ça. Parce que Tony Montana, pour la petite histoire, et après on revient à toi, c'est quelqu'un qui a démarré dans la pauvreté, qui n'a jamais rien eu, et à qui on a vendu un rêve. Le rêve américain est une construction qu'on nous vend, auquel des gens qui sont issus de quartier ont quasi peu de chances d'atteindre cette grande villa, cette grande maison 4 façades, l'imaginaire collectif du capitalisme. Et donc, Tony Montana n'a fait qu'essayer de hacker le système pour réussir à atteindre cette villa en sachant qu'il démarrait de nulle part. Et c'est normal que les gens dans les quartiers, on ait ce construit-là, la Tony Montana, aux affranchis, les machins, parce qu'on est face à des contraintes que peut-être des milieux plus huppés ne comprennent pas. Mais on a quand même, moi en tout cas, je pense que j'avais quand même un sacré vice dans tout ça, parce que si tu regardes bien Tony Montana, c'est pas stylé. Il finit dans la coke. Il drague sa sœur. C'est façon de parler. il se fait cribler de balles. Et en fait, moi, j'ai retenu que jusqu'à la merde, en me disant, je pourrais faire mieux que lui. Tu vois, moi, je vais pas me faire pincer, je vais pas me faire avoir. Et bon, en tout cas, j'étais dans cette logique. Il y a plein de dispositions, comme tu le dis, qui t'amènent à celle-là. Et j'ai rencontré un mec qui est un Black Dragon, donc c'est un des leaders des Black Dragons, qui est un gang antiraciste. Bon, c'est toute une autre histoire, qui lui sortait de prison, qui m'a un peu épaulé, parce qu'il sentait que moi j'allais reproduire ce qu'il a amené en prison avec un mec. Bon, laisse tomber. Et du coup, il m'a encadré, le gars, en fait. En fait, il m'a amené dans des valeurs, dans le respect. C'est un champion d'art martial, lui. Et il m'a mis vraiment dans une logique de, voilà, il faut être cohérent, il faut être carré. On n'est pas là sur cette terre que pour notre intérêt. Il y a des combats, il y a des valeurs. Et donc, je suis rentré dans un mode vraiment valeurs. Voilà. Et ma grand-mère, elle était malade. Donc, je me suis dit, si tu veux être bien et faire un truc de bien, tu vas t'en occuper. Donc, j'ai commencé à m'occuper de ma grand-mère. Elle faisait la sieste. Il me restait Les Feux de l'amour, L'inspecteur d'Eric ou La vie des animaux. Donc j'ai commencé à théma le lion, la vie du lion. Et là, je commence à me rendre compte que le lion, il mange en fait. Et le lion, c'est un tarbat. Il va choper la plus faible des gazelles. Il la chope à la gorge, c'est sale. Et après, il y a les hyènes qui viennent les bouffer. Et moi, je suis comme ça sur l'écran pour essayer de libérer la gazelle, tu vois. Et puis, en étant vénère, je rentre dans la cuisine, cuisse de poulet. Et là, je me dis, mais man, toi, t'es pire que la hyène. Toi, tu vas au supermarché, t'as même pas risqué une seconde quelque chose. Et donc là, comme elle était à la campagne, je me suis imaginé avec une vache à la maison. Et comme on n'avait pas l'éducation sur les animaux, ma réponse avait été, j'aurais peut-être pu l'égorger, mais quand même, j'avais une forme de sensibilité, parce que je suis d'une famille 68 arts, éduquée féminisme, humaniste, très humaniste. Donc il y avait une forme de sensibilité où je me suis dit, non, la vache, vas-y, je lui mets un coup de pied, bouge, et je vais manger des fruits et légumes. Comme j'avais tout ce paradigme de valeur, de machin, je me suis dit, si tu veux pas la tuer, tu peux pas la manger. Je veux pas mettre de l'hypocrisie dans mon corps, je veux pas être incohérent, je veux pas, étant donné que manger c'est un rite quotidien, je veux pas mettre quotidiennement de l'incohérence
dans mon corps qui va engendrer en moi de l'incohérence. Et donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger de la viande. Et les bâtards de France 5, la semaine d'après, ils m'ont mis la vie des poissons, des dauphins. Et t'as enchaîné tout. Et j'ai enchaîné, et là, j'ai eu un kiff. C'est intéressant par éthique. C'est fort, Ouais. c'est fort. Et Mais c'est une éthique égocentrée. C'est-à-dire que c'était pour moi. C'était pas vraiment pour eux. C'était pour être cohérent. Donc c'est pas si joli que ça. Tu vois? C'est par la suite que j'ai pris conscience que pour l'écologie, pour la planète, c'était bien, que pour les animaux, bah, c'était énorme, et que j'ai commencé à développer une sensibilité pour les animaux. Ce que tu me dis là me paraît normal. Je pense qu'on passe pas de la voiture et des embouteillages au vélo parce que je pense à la planète. Non, c'est parce que ça nous fait plaisir. Si on prend plus l'avion pour aller de l'autre côté de la planète, c'est parce qu'on a trouvé un chouette endroit à côté de chez nous qui nous plaît bien. On aime bien passer du temps avec les enfants. C'est pour notre plaisir. Et de toute façon, et c'est ça qui est intéressant, ce que tu es en train de dire, c'est que ce soit le véganisme pour des raisons climatiques ou que ce soit diminuer sa consommation d'iPhone, de viande, d'absolument tout, ben globalement, ça passe par d'abord trouver du plaisir là derrière. Et tant que c'est des injonctions genre, et c'est ça, c'est pour ça qu'on en parle et on va en discuter. Dire aux gens d'arrêter de manger de la viande, est-ce que fondamentalement ça fonctionne? Bah, il y en a sur qui ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens confrontatifs, il y a des gens collaboratifs. Donc il y a des gens, ils ont besoin de se manger des vidéos de choc, de trucs. Et en fait, ce qui est un peu chiant, c'est que souvent les gens reproduisent ce qui a marché sur eux-mêmes en pensant que l'autre, il est comme eux, alors que l'autre, il est autre. Et vous comprenez la direction éditoriale de Limite maintenant. Continue. Et du coup, ils vont être dans la reproduction de ce mode d'action ou de sensibilisation. Et donc, ça marche pour les deux. Maintenant, c'est vrai que notre société a plutôt tendance... C'est assez difficile à dire, hein, parce que la société, elle est quand même dans le sang, dans le clash. Tu vois, si tu fais une asso sympathique, pédagogique... on t'entendra jamais. Si tu commences à faire des clashs, des trucs mouvementés, un peu subversifs et tout, bah, tu peux passer dans les médias, tu vois. Donc, c'est un peu difficile de savoir ce qu'il faut faire. Ce qui est sûr que ça fait pas plaisir aux gens d'avoir la morale. Nous, c'est pas nécessairement notre angle principal. En tout cas, chez Futur, on essaye d'être pédagogique. On a des formations pour accompagner les gens. On fait des vidéos de sensibilisation. On fait des trucs marrants. On essaye de rendre le truc un peu fun. Mais on ne juge pas qu'il y a d'autres stratégies. Et aussi, pour faire avancer les choses, des fois, il faut good cop, bad cop. Donc, il faut, tu vois, un peu voilà. Nous, on fait un peu les deux. Et ce qui était très intéressant sur ce que tu disais juste avant, c'est qu'il faut qu'on trouve chez les gens et dans l'humanité son intérêt. En fait, l'humain est quand même un animal égoïste, mais altruiste. On est égoïste et altruiste. La beauté de la lutte sociale, ça a été de l'altruisme envers ses collègues, mais temporellement présent. La beauté de l'écologie, c'est un altruisme envers les générations futures, mais ça reste anthropocentré. Et la beauté de notre cause antispéciste, c'est un altruisme vers d'autres individus qui ne sont pas de la même espèce, mais à qui on peut ressentir une vraie douleur et une vraie empathie. Et donc, il faut essayer d'amener l'intérêt dans l'humanité de vouloir sauver ces animaux. Et comme je t'ai dit, là où c'est cool, c'est qu'on a l'écologie avec nous, on a la santé, et après, il faut essayer de cultiver cette nouvelle vision du monde qui est une proposition cool, meilleure, qui amène à plus de découvertes, plus de richesse, plus de joie, plus de bonheur. Mais il y a quand même, pour l'humanité, je te parlais de ça tout à l'heure, que tant que l'humain sera dans cette logique de domination et de prédation, il sera dans cette logique de domination et de prédation vers les êtres humains entre eux. Et je pense que c'est significatif parce qu'on le voit historiquement. On est passé de la violence physique, guerre, colonisation, esclavage, les chevaliers avec les épées, à la violence économique, pillage des ressources, capitalisme agressif, aliénation, industrialisation. Pourquoi ? Parce que l'humanité s'est domestiquée et elle a dit, attendez, là, on va s'arrêter, il va y avoir un accaparement de la violence physique. En fait, la violence physique, c'est l'État qui va s'en accaparer. Il n'y a que l'État qui en a le droit avec la police et l'armée. Du coup, tu n'as plus le droit de faire le chevalier, tu n'as plus le droit même de donner un coup de poing.
C'est fini, même si t'es même si t'es dans le juste, on va dire, c'est proscrit. Et donc, on est passé de la violence physique à la violence économique. Mais qu'est-ce que ça a engendré? Comme on n'a pas domestiqué nos pulsions de domination et de prédation, cette énergie de domination et de prédation qu'on ne peut plus exprimer de manière physique, on l'a exprimée de manière économique. Et donc c'est là que augmentation des inégalités, capitalisme agressif comme je t'ai dit. Et donc on voit bien qu'il y a un processus qui n'est pas sain pour notre propre humanité, parce que si on n'enlève pas cette racine de domination et de prédation avec lequel on a un rite quotidien, c'est notre humanité qui en mange. C'est juste qu'on a domestiqué, on se prend plus des coups de poing, mais on se prend des huissiers et des expropriations ou d'autres, Et même encore dans la même histoire, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, c'est peut-être un peu compliqué sur quoi je vous amène. Non, très bien. Mais même dans l'histoire, on a essayé de domestiquer cette violence économique. C'est le communisme. En fait, le communisme, il a dit, écoutez, il y a de la violence économique, l'État va s'accaparer cette violence économique en planifiant, et ça n'a pas marché parce que, sans doute comme l'humain, il a trop de cette pulsion de domination et de prédation, ça n'a pas fonctionné, ça a éclaté, quoi. Mais justement, l'humain ou alors une culture humaine? Non, une culture humaine, excuse-moi. Non, c'est important. Mais parce que, pourquoi est-ce qu'on fait ce point-là? C'est parce que beaucoup de gens disent que l'humanité est comme ça. Moi, je pense pas. Voilà, et c'est pour ça que c'est important, parce que je pense à maintenant des peuples autochtones d'Amazonie, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui mangent de la viande, mais de l'endroit où ils sont, ils n'ont pas de viande à profusion. Et donc la viande est un événement rare, exceptionnel, et ils mangent manioc, banane, tout ce que la forêt peut amener. Et je trouve intéressant parce ils considèrent les animaux, tout comme ils considèrent la rivière et l'arbre, comme sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment encore plus loin que l'antispécisme, on fait pas de différence entre l'oiseau qui passe, le toucan, avec la fourmi, et avec l'arbre, et avec les poissons dans l'eau, et avec l'eau même, et avec le vent. C'est comme si c'était, en tout cas là c'était une tribu qui fonctionnait de cette façon-là, que j'ai rencontrée, et pour eux ils disaient, oui non mais moi je suis eux, ils sont moi, tout est intrinsèquement. Et c'est génial parce qu'en fait, dans leur culture, ça leur amène à prendre ce qui est nécessaire de leur environnement. Et ils vont pas se dire, ouais, c'est quoi, on va se fabriquer un nouveau truc, on va couper, on va bouter le feu là-bas. Ah, tu sais quoi, quelqu'un qui a son champ, qui produit par exemple des bananiers, va pas se dire, je gagnerais plus de thunes si je brûlais encore la zone là-bas. Non, il laisse la zone telle qu'elle et il se contente de ce qu'il a. Moi, je trouve ça fort, quoi. Tu vois, c'est ce raisonnement. Donc, comme quoi la culture fait quelque chose, mais maintenant, c'est ça la grande question que j'ai envie de vous poser. À toi, vous, au pluriel, oui. l'association. D'après vous, est-ce qu'on est capable de changer de culture dans le système, dans l'environnement dans lequel nous sommes? Je veux dire par là que qui prend les décisions globales pour l'État? C'est les centres névralgiques des États. Washington, Paris. Paris décide pour la campagne. Paris décide avec des ministres qui viennent généralement des mêmes écoles, qui viennent des mêmes milieux, catégories socio-économiques, et qui ont leur prisme, leur point de vue sur le monde avec leur éducation, leur héritage, tout ce que tu veux. Et ils doivent prendre des décisions pour des gens qui vivent un quotidien totalement différent, que ce soit dans les Pyrénées, tout ce que tu veux. Heureusement, il y a des gens localement qui sont là, mais qui eux-mêmes sont même pas entendus par Paris. Et par Bercy, j'ai envie de dire, pour l'aspect économique. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Est-ce que nous sommes capables de changer de culture avec votre travail, ou est-ce que c'est notre environnement, là, qui, littéralement, est le plus grand frein au changement culturel? Nous, c'est ça, c'est notre proposition. Notre proposition, c'est une nouvelle révolution qui est notamment basée par les individus. On ne veut pas responsabiliser uniquement les individus, mais on pense que c'est quand même le moteur, la base. C'est ça le véganisme, c'est un acte individuel. Et on pense que c'est quand même la base et que c'est dommage de toujours se trouver des boucs émissaires qui sont les grands industriels, les politiciens, c'est à cause d'eux, nanana, et que nous, derrière, on n'agit pas vraiment. Et donc nous, en fait, il y a la proposition animaliste, végane, c'est un peu ça, c'est de dire on peut, par notre mode de consommation, enclencher un changement, une forme de révolution,
comme tu l'as si bien dit, créer des groupes sociaux qui donnent envie à d'autres de rejoindre et d'être de plus en plus. Il y a des études qui montraient qu'à partir de 3% d'une population vraiment très active, très motivée, tu peux faire un basculement de société. Et donc, voilà, nous, c'est ça notre proposition. Et on l'amène avec une autre notion qu'on a amenée dans l'association, qui est antérieure au nom de Futur, qui s'appelle consocratie. C'est en fait d'expliquer à nos concitoyens qu'on a une réelle révolution à faire, qui n'est pas seulement politique, mais qui est aussi par notre consommation. Parce qu'en tant que citoyen, on a la démocratie, mais on a un deuxième pouvoir peut-être plus puissant, qui est la consocratie. Parce que la démocratie, c'est le débat surtout de la parole, et la consocratie, c'est par les actes. Et les grands patrons, eux, ils s'en foutent de ce que tu dis. Ce qui compte, c'est ce que tu consommes. Et donc, ils peuvent te laisser faire tes manifs, blablater. Ça, ils en ont rien à foutre. Si à la fin de la manif, tu achètes Coca, c'est ça qui compte pour lui. Exact. Et donc, nous, c'est ça notre proposition de changement de paradigme, tout en donnant les responsabilités aussi aux entreprises, aux politiciens, et donc pas d'être que dans une responsabilisation des individus qui sont les réceptacles d'un système et d'une culture ou d'un environnement social. Tu vois, de prendre tout ça en compte, mais qu'il faut qu'il y ait quand même une énergie qui vienne de nous-mêmes, tu vois, un petit pas, parce que on veut demander à Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron de changer. On leur dit, ouais, vous êtes des salauds, enfin, là, mais nous, si on n'est pas prêt à faire déjà un petit pas de changement, tu vois, comment tu veux demander à des dictateurs d'évoluer, quoi. C'est surtout que ce sont des suiveurs, en fait. Ils suivent là où ils ont le plus d'intérêt politique. Ils se disent, ah bah, j'ai autant de personnes. Je sais que si je bascule un petit peu de ce côté-là, d'un point de vue idéologique, je vais gagner autant de voix. Donc on se fait plaisir. En fait, c'est vraiment, enfin, c'est des comiques, quoi. C'est pour ça que nous, on est sur le changement culturel, parce qu'on pense que le pouvoir culturel, exactement, peut influencer les prochains politiciens. Domine sur le pouvoir économique, qui domine sur le pouvoir politique. Totalement. Et que le pouvoir politique, si demain tout le monde est vegan, mais vous saviez, mais moi je vous ai toujours parlé de mon chat. Mais j'aimais les animaux. Ouais. Nanani, nanana. Et ce à quoi vous heurtez, en fait, c'est ce qui s'est passé pour l'industrie du tabac, c'est ce qui s'est passé pour l'industrie pétrolière, c'est qu'on sème le doute en faisant croire que pas manger de viande, eh ben on a des carences. Et donc vous vous heurtez face en fait à de la production malgré tout par moment scientifique, même si on sait que ce sont des institutions qui ont été financées par et par des lobbies en tout genre. Mais donc vous heurtez face aussi à cette réactance du style non, regardez les gars, vous regardez de l'autre côté, on a des études qui affirment que si tu ne manges pas de la viande rouge, il t'arrive ça, si tu bois pas de lait, il t'arrive ça. Et c'est peut-être bien parce qu'en fait c'est peut-être en faisant du bruit autour de ça que de l'autre côté va émaner des instituts qui vont rechercher, et je crois que c'est ce qui s'est produit, en disant non, regardez, on peut être vegan et être en très très bonne santé. Parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui vous attaque beaucoup, vous les véganes. Dès que je vois une vidéo sur les réseaux sociaux, dans, on va dire, Bah là, t'en auras, là, dans les coms. c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, de toute façon. On vous aime. Allez-y, dites-nous votre point de vue. De toute façon, et puis après, j'aurai 2-3 questions qui vont les concerner. Mais on n'est pas là pour vous interdire de manger de la viande. En fait, ça marche pas. Si on interdit aux gens d'interdire de manger la viande, bah, vous allez tout faire sauf arrêter de manger la viande. Moi le premier. Ouais, demain tu me dis Vince t'interdit, je vais te regarder, je vais dire on va voir si tu veux m'interdire. Mais je te cache pas. Mais c'est une conversation qui me permet de réfléchir. Exactement. Mais je te cache pas que pour nous c'est pas un choix personnel. C'est-à-dire c'est pas tu veux manger de la viande, vas-y. Moi je veux pas en manger, chacun son choix. Pourquoi ? Parce que ça a été la même chose pour les différentes luttes, si tu veux comprendre, pour l'esclavagisme, pour la femme. On va prendre un autre exemple. Imaginons, on est avant 1975, tu as le droit de taper ta femme en France. Et puis toi, tu me dis, moi, je veux pas la taper. Et bien moi, je te dis, chacun son choix. La loi m'autorise, laisse-moi taper ma femme. Non, il y a une troisième personne, qui est la femme. Et pour les animaux, on l'oublie parce qu'on est dans un cercle anthropocentré où il n'y a que l'humain qui compte. Avec ses règles, oui. Avec ses règles. Et donc c'est, tu veux pas en manger, tranquille, mais moi laisse-moi en manger, me casse pas les couilles, moi je t'interdis pas, tu m'interdis pas. Sauf que pour le vegan, ça marche pas, parce que là tu es en train de lui imposer ta structure de pensée, ta vision du monde, ta structure qui est qu'il n'y a que les humains qui comptent. Or le vegan, lui, il n'y a pas que les humains. Et donc si tu es dans un truc où chacun son choix, moi, je vais bien sûr, je vais dire, non, tranquille, Vince, t'as ton choix, j'ai mon choix, tranquille.
Mais au fond de moi-même, c'est pas vrai. Mais je peux pas l'imposer parce que c'est pas productif. Donc c'est juste une stratégie en fait pour plus de résultats. Mais dans notre réelle conception du monde, c'est pas un choix personnel. Mais moi, je comprends que les gens ne comprennent pas et que je peux pas leur dire ça et que c'est normal de pas pouvoir leur dire ça, tu vois. Et juste avançons ensemble pour te faire comprendre ma vision du monde. C'est ça surtout qui m'importe. Oui, parce qu'il y a beaucoup de clichés où dès qu'une vidéo est montrée sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui est vegan, machin, il se fait démonter sur les réseaux, mais d'une puissance, parce que sans doute que ça met en avant ce que les autres ne font pas. Et tu sais, on est un peu j'ai l'impression que vous vivez la même chose que vivent les écologistes. Les écologistes disent, bon les amis, il va falloir qu'on revoie certaines de nos priorités. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stock carbone qui nous reste? Dans quoi est-ce qu'on l'investit? Est-ce que c'est dans la santé ou est-ce que c'est dans un nouvel iPhone ou dans une grosse bagnole SUV? Et plein de gens disent, ouais, mais vous entravez mes libertés. Alors que, comme tu as dit, les libertés sont déjà entravées pour le vivre ensemble. Sinon, si moi j'avais toutes les libertés du monde, je te pèterais la gueule. Et je dirais, c'est ma liberté de lui péter la gueule. Là, on est dans un monde fini. De toute façon, bien sûr, mais ça a encore du mal à percuter. Et vous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer, que ce soit d'un point de vue climatique, d'un point de vue spéciste, d'un point de vue simplement de même de santé. Voilà les limites, voilà vos limites humaines. Manger trop de viande rouge, voilà ce qui se passe d'un point de vue maladie cardiovasculaire. C'est beaucoup d'argent plus tard dans des médicaments, dans des opérations, dans plein de trucs. Voilà, mais plein de gens disent ouais, mais c'est ma liberté de dire ce que je fais. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, les lois, les normes sociales permettent de rendre ça agréable et de rendre ça super cool. Maintenant, pour les gens qui nous regardent et qui se disent ok, ça fait longtemps que je suis dans un processus de réflexion et qui se disent à un moment donné, je vais arrêter la viande. Je veux arrêter plus que la viande, je veux arrêter tout ce qui est provenance animale. Par où on commence ? Alors, nous, déjà, on propose des formations. Ça s'appelle Futur VG. Ils mettent futur et V, la lettre et G.com. Je le mets en description. Voilà. Et après, on commence tout simplement en retirant le principal, c'est-à-dire la viande rouge ou la viande blanche, toutes les viandes, le poisson. Donc ça, c'est végétarien. Et ça, c'est assez facile maintenant. Tu vois, moi, ça fait 22 ans que je suis vegan. Je me baladais avec ma boîte de pois chiches. J'étais vraiment en mode résistant. Mais maintenant, tu vois, dans n'importe quel supermarché, même à la campagne. Maintenant, il y a. Oui. Il y a le steak, tout ça. Les gens ont beaucoup de peur sur les protéines, alors que des protéines, t'en as partout. T'en as encore plus dans le soja que dans la viande. Les pois chiches, toutes les légumineuses et toutes les oléagineux, c'est-à-dire tous les haricots, donc ça c'est légumineuses. Tous les oléagineux, c'est-à-dire noix de cajou, amandes, les amandes. C'est pour ça que les sportifs aussi, ils adorent les amandes. Donc, sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Après, il y a quand même un élément important qui est la vitamine B12. Donc, la vitamine B12, c'est la seule vitamine que tu ne retrouves pas à l'état végétal parce qu'en fait, elle était dans les sols et elle a été exterminée avec les engrais, toute l'industrialisation. Ouais. Et du coup, même maintenant, les animaux sont supplémentés en vitamine B12. Et donc, l'humanité ne manque pas de vitamine B12 parce que l'animal est supplémenté. Il en produit aussi. Donc, je ne sais pas s'il n'y avait pas eu toute l'industrie pétrochimique de pesticides, s'il y aurait quand même de la vitamine B12 et qu'on pourrait être végétalien, donc pas végétarien, végétalien, c'est vegan, c'est le mode de vie. Je te fais pas le cours, je pense que les gens ils savent. Oui, la ceinture en cuir, les vêtements, les produits cosmétiques, tout ce qui est provenance animale, pour tout, pour rien. Ça c'est vegan. C'est vegan. Et végétalien, c'est juste le mode alimentaire. Je sais pas si l'humanité elle aurait pu être végétalienne, mais en tout cas là il faut de la vitamine B12. C'est pas un complément pour nous, en tout cas pour moi dans ma description. C'est juste encore un changement de paradigme. Parce que la vitamine B12, en fait, c'est des bactéries. Et en fait, c'est comme un champ de bactéries qui produisent de la vitamine B12. Comme si on mettait du blé qui produit des graines que tu vas manger. Et dans notre paradigme, vision où on se dit c'est pas naturel, c'est pas normal, ils prennent une pastille et tout ça. Non, c'est un aliment. En fait, c'est un aliment qui n'a pas de goût, mais qui est bon pour ma santé. Excuse-moi, je t'interromps une nouvelle fois, mais on prend tous, pas tous, mais beaucoup de gens prennent des compléments alimentaires, zinc, magnésium, ou alors vitamine D quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Je tente les vends en pharmacie. Donc. Mais j'ai vu qu'il y avait ces critiques qui venaient chez les véganes et végétaliens en disant mais regardez, vous devez prendre ça en plus.
Oui, ok, il y a des gens, ils prennent des aspirines, des gens, ils prennent des médicaments tous les jours. Enfin, on n'est pas dans le même cadre, mais voilà, c'est normal, quoi. Mais parce que nous, après ça, c'est encore des niveaux au-dessus et on va encore plus loin et c'est encore plus subversif. Mais on est aussi dans un peu une remise en question de l'idée de nature. Tu sais, il y a un peu un paradigme de se dire tout ce qui est naturel, c'est super. Mais en fait, pour le vegan, comme il a eu toutes ces questions de c'est naturel, manger, machin, il a réfléchi beaucoup à ces questions-là. Et en fait, dans le naturel, il y a du très bon, mais il y a du très mal. Un tsunami, c'est naturel. Et on a construit l'humanité, c'est construit contre la nature et avec la nature. Et donc, il n'y a pas tout ce qui est naturel, c'est super. Nous, ça ne nous dérange pas. Tu vois, même il va y avoir peut-être des questions au fur et à mesure de l'évolution et des siècles à venir ou des années à venir sur la viande cellulaire. Oui. Ils veulent faire de la viande cellulaire qui permettrait... voilà. Et donc, il y a des réflexions réelles sur qu'est-ce qui est naturel. Est-ce que c'est super nécessairement parce que c'est naturel? Donc là, c'est encore d'autres questions qui divisent encore plus. Donc je ne sais pas si c'est bien que moi j'aille trop là-dedans. Parce que déjà, juste arrêtons de manger des animaux, c'est déjà super. Mais donc voilà, pour nous, c'est pas grave de prendre un petit cachet de B12. J'ai entendu que dans les abattoirs, les animaux qui n'étaient pas bien étourdis, ce qui arrive très souvent, savaient qu'ils couraient droit vers leur mort, qu'ils comprennent, c'est-à-dire qu'ils voient les autres se faire déchiqueter et ils se disent ok, je vais y passer, quoi. Ah ben c'est sûr, même à l'odorat, un animal, oui. Il y a plein d'images où tu vois il y a la résistance animale. C'est-à-dire que c'est vrai que les animaux, c'est pas autant que les humains avec ces capacités déjà ils n'ont pas de capacité à s'organiser pour lutter. Et donc c'est aussi ça la beauté de notre lutte, c'est que c'est une lutte d'alliés. C'est-à-dire que la plupart de nos luttes avant, il y avait des concernés qui pouvaient participer, les femmes, les personnes racisées, machin. Et là, la grandeur et la beauté de notre humanité, c'est là où il y a encore plus, on fait encore un cap sur l'altruisme, c'est qu'on n'a même pas d'alliés, tu vois. Moi, je me bats pour des vaches et des cochons et ils vont jamais me rendre l'appareil. Ouais, bien sûr. Ils vont jamais me dire frérot, on était ensemble. C'est comme ça que j'ai trouvé ma femme parce que voilà. C'est ouf. Non, bien sûr, mais il y a quelque chose, quelque chose qui tout ne s'explique pas encore. Je ne vais pas rentrer dans de la pseudo-science, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ils avaient dit dans plusieurs documentaires sur la question avec des chercheurs qui disaient qu'ils savent qu'ils courent droit vers leur mort et que ça leur provoque un stress immense. Immense. Et on mange ce stress. J'ai oublié ça, c'était des vieux trucs que je disais quand je sensibilisais à des époques. Il y a une hormone qui est sécrétée au moment où les animaux rentrent dans les abattoirs de stress. Et nous, on va manger qui est très mauvaise pour notre santé. Allez vérifier le nom. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une réaction de public très conservateur, tu sais, des orientations politiques qui aiment qu'on continue à penser comme avant, je fais ce que je veux avec ma bagnole, ma liberté, etc., qui tradition, qui s'abstrait littéralement des limites planétaires, d'une planète finie, qui s'abstrait des externalités négatives, effondrement de biodiversité, changement climatique notamment, tout type de polluants, etc. Tout ça, genre ça n'existe pas, on veut conserver le mode de vie, ce en quoi on croit. Cette explosion qu'il y a aujourd'hui dans le monde de conservatisme qui part du principe que tout être humain qui pense aux inégalités sociales et qui veut une société plus juste et égalitaire, que ce soit pour les femmes, pour les personnes homosexuelles LGBTQIA, pour les personnes handicapées, pour les jeunes, pour les vieux, pour les noirs, pour les racisés, les arabes, tout ce que tu veux. Il y a aujourd'hui une conscience qui s'est éveillée, on va y arriver, à ces injustices sociales à l'échelle locale et à l'échelle mondiale. Et forcément, lutter pour changer notre façon de percevoir l'animal rentre là-dedans. C'est en fait faire en sorte que tout le monde se sente mieux, que tout le monde se sente bien, tout le monde soit accepté comme il est. Ce qui est génial en fait, c'est de l'humanisme à l'état pur. Hein. C'est je suis parce que nous sommes. Voilà, Ubuntu, loi de l'Ubuntu, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un contre-courant qui dit attention wokisme. Wokisme, c'est un truc qui est progressiste, qui demande un peu
changer et juste par respect des gens, quoi. C'est juste pour que chacun se sente bien respecté, pour qu'en fait on forme une société de respect, d'entraide, de collaboration. Mais non, tout de suite on pointe du doigt au wokisme. Tu disais oui, non, mais je sens qu'il y a un changement culturel qui est en train d'évoluer. T'as pas la peur qu'à un moment donné on soit obligé de passer à des moments plus difficiles, et quand je dis moments plus difficiles, quand nos actes de résistance vont devoir passer par la violence. Pourquoi ? Parce que une sorte de gérontocratie, de vieille pensée très archaïque, qui refuse ce type de progressisme, plus de racisme, on s'entend bien tous les uns avec les autres, etc. En fait, vous mettent également dans le même sac et décident d'annuler toutes les politiques en rapport avec l'antispécisme, le véganisme, etc. Alors, pas du tout. Parce que je pense que c'est les derniers souffles. Tu vois, c'est le dernier regain, le petit... Tu penses que c'est ça qui se passe, ouais ? Moi, je le vois comme ça. Et c'est inéluctable. C'est inéluctable. C'est très fort. Hein. Je veux dire, très fort, le changement de Facebook, le changement de X, les politiques un peu à l'échelle internationale. Il y a une mouvance très conservatrice qui se crée. Pour toi, c'est quoi ? C'est une catégorie de la population qui... tu sais, c'est avant... Qui jette son va-tout ? Avant de crever, mais sur des temps temporels qui peuvent être longs. Hein. Bien sûr. T'as tes derniers souffles et aussi la proposition antispéciste, ce qui est bien, c'est qu'elle dépasse un peu tous ces clivages. Nous, on se considère pas nécessairement woke. Tu vois, on est... Mais je connais pas de woke qui se considère woke. Ouais, non, c'est sûr. J'ai jamais croisé une personne qui défend la justice sociale et climatique qui dit « Je suis woke !» Voilà. Mais, par contre, les autres ont inventé wokisme pour définir des gens qui ne s'estiment pas woke. Ils disent juste, j'ai envie que tu sois bien, j'ai envie qu'on soit tous bien et qu'on soit tous acceptés dans la société, quoi. Mais en tout cas, la proposition antispéciste, elle dépasse un peu tout ça parce que déjà, elle est sur des temps beaucoup plus longs. Elle est sur des changements de vision du monde, de paradigme, alors que sur ces conceptions du monde, ils mettent aussi les animaux, les véganes et tout, mais c'est beaucoup plus sur les humains parce qu'ils sont déjà, eux, anthropocentrés et ils veulent pas qu'on touche aux humains entre eux. Donc, comme tu dis, sur la sexualité, sur les rapports sociaux, ils sont plus sur des logiques humaines. Or, nous, ce qu'on veut, c'est enlever la logique de domination et de prédation. Et si on y arrive, ça va enlever cette logique de domination et de prédation des êtres humains entre eux. Mmh. Et donc, c'est un peu ça notre proposition aussi au monde et face à ces questions. C'est que si on reste dans ce combat où il y en a qui veulent dominer les autres, les machins, les autres qui essayent de se libérer, mais qu'il y a toujours du charbon de domination et de prédation qui est alimenté tout le temps, toute l'année, tous les jours, avec ce rythme quotidien, on n'y arrive pas. Et donc nous, notre proposition, c'est de se décentrer de ça et de se dire, écoutez, venez, on oublie un petit peu ça, on enlève cette logique de domination et de prédation, et ça va s'étouffer. C'est ça notre proposition à toutes ces questions. C'est intéressant, c'est une nouvelle culture de maîtrise de nos vieux cerveaux, notre vieux cerveau qui nous amène à être dans du tribalisme, dans ce rapport de domination de la femme aussi, beaucoup. Ouais, c'est ça. Et c'est très intéressant, en fait c'est une nouvelle forme d'humanisme, on se voit en tant qu'humain, mais on se voit en tant que tout. C'est tout, parce que là tout à l'heure j'ai cité Ubuntu. Ubuntu, c'est l'humanisme de l'Afrique. C'est une philosophie qui estime que je suis parce que nous sommes, mais pas parce que nous sommes tous des êtres humains, parce que nous sommes avec la forêt, avec la rivière, avec les autres animaux. En fait, vous voulez qu'on s'abstrait de cette vision anthropocentrée pour qu'on forme un tout cohérent, respectueux, dans lequel tout le monde se sent le plus possible. Beaucoup de gens diraient que c'est une sorte d'utopie, ça. Ouais. C'est un peu bisounours. Nous, on a une proposition utopiste et qui est pas nécessairement on est tous ensemble, parce qu'il y a différentes visions, tu vois, comme tu me disais, quand tu vois le bras, quand je te disais je vois le bras d'un animal, je vois le bras d'un humain, mais on n'a pas tous mis, on n'a pas tous mis, ouais, voilà, et on n'a pas tous mis. C'est ça, parce que ce serait une forme d'hégémonie aussi, tout le monde doit penser la même chose, quoi, tu vois. Exactement. Et là, nous, c'est juste une vision, une proposition d'une autre humanité, comme tu l'as dit, qui n'est pas une humanité qui est la dominante, qui écrase, mais d'une humanité qui est, certes, pour moi, dominante, parce qu'on a quand même réussi à inventer des trucs de fou, on a une culture, on a une intelligence différente des animaux, où ils en ont d'autres, mais en tout cas, sur les faits, on est quand même assez puissant, mais une humanité belle, qui prend les plus faibles, et au lieu de les exploiter, de les dominer, de les écraser, les fait s'élever,
pourrait même amener à aider les animaux entre eux. Parce qu'il y a le choléra des grenouilles ou je sais pas quoi, qui est, pour eux, c'est une... Tu vois, et puis on pourrait s'intéresser, parce que là on en a rien à foutre, la choléra de grenouille, ça nous sert à rien. Mais demain on pourrait s'y intéresser et les sauver de ça. Et tu vois, une humanité qui est noble en fait, qui grandit. Et c'est ça c'est ça qu'on espère, qu'on veut proposer, quoi. Amadeus, si tu as une mesure à prendre, là maintenant tu avais l'occasion d'activer n'importe quelle loi, ce serait laquelle? C'est simple. Hein. C'est fini de manger des animaux. Et voilà. Première proposition, ça serait ça. Deuxième, ce serait quoi peut-être? Deuxième. Tu as déjà réussi t'as fait le boss final, hein, ouais. Déjà. Arrêter de manger des animaux. Ouais, plus que pas que les manger, il y a même aussi... Les exploiter tout court, ouais, bien voilà. sûr. Arrêter d'exploiter les animaux. Une mesure sur l'ego. Tu vois, l'ego, l'orgueil. Je pense que... Parce que souvent, on pense que nos luttes sont les dernières luttes. Tu vois, les gens qui se battaient contre le racisme, ils pensaient que c'était fini. Là, le féminisme, voilà. On s'imagine pas. Et donc, les antispécistes, il y aura une autre lutte. Après l'antispéciste, tu vois, déjà, elle est un peu lointaine, celle-là. Elle est assez avant-gardiste. Ça sera laquelle? Et je pense que c'est plus quelque chose d'intérieur et sur l'ego, sur notre égoïsme, notre ego, se vouloir être les meilleurs. Et donc, déjà initier, je sais pas, avec des lois sur l'éducation, peut-être sur l'ego, des choses comme ça. Tu vois, je vais loin, je vais très très loin. C'est intéressant. Apprendre à mieux se connaître déjà, savoir qu'est-ce qui nous amène, quels sont les patterns qui se sont activés dans telle et telle circonstance, qui seront une sorte d'émanation de notre mauvais ego. Puisque moi je me dis, moi quand mon ego il me donne envie de, je sais pas, manger un petit yaourt, c'est mon ego, c'est mon truc personnel, ça me fait, c'est mon petit kiff à moi. Mais c'est vrai que l'ego de vouloir, non je veux avoir raison, oui, et toi t'as tort. De l'égocentrisme. L'égocentrisme, effectivement. Il y a du bon ego. Les gens qui n'ont pas d'ego aussi, c'est pas bon. Il faut un amour de soi, un amour de dignité, d'estime de soi, mais de l'égocentrisme, en effet, si tu préfères. Amadeus, merci. Merci à toi. Pour ce super moment. Je te fais cool. Un check. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, les amis. C'était bien. Vous avez vu, hein, on ne peut parler de véganisme et tout sans dire ah vous devez arrêter, attention, punitif et tout. Il n'y a plus de liberté. Non, on est là pour essayer de s'enrichir un maximum notre cerveau sans jugement. Likez, commentez, abonnez-vous, aidez-nous sur Tipeee si vous en avez l'occasion. C'est vous les producteurs exécutifs de Limite. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il y en a plein d'autres. Allez les checker. Vous êtes dans la playlist et vous regardez. Playlist des talks par exemple. Et vous allez voir, il y a plein de sujets. Et sinon, vous avez des vidéos face cam, des documentaires. Faites-vous un kiff. Ciao tout le monde.